Lorsque le monde moderne s'effondrera, saurez-vous conserver vos aliments sans électricité? Les quilombolas maîtrisaient des techniques ancestrales qui permettaient de conserver les aliments intacts pendant des mois, sans réfrigérateur, sans produits chimiques. Alors que la plupart des gens voient leur stock pourrir, ces survivalistes d'antan ont assuré leur sécurité alimentaire grâce à des méthodes qui fonctionnent encore aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin et découvrez le secret de cette conservation qui pourrait vous sauver la vie en temps de crise. Stockage dans des calebasses. La stratégie des quilombolas contre la dégradation des aliments. Les quilombolas ont mis au point une technique étonnamment efficace pour conserver les aliments sans recourir à la réfrigération ou aux emballages modernes, l'utilisation de calebasses séchées. Cette méthode transmise de génération en génération a permis à des communautés entières de conserver des céréales, des graines et même des liquides pendant de longues périodes, même dans un environnement tropical hostile. Le choix de la calebasse ne s'est pas fait au hasard. Ce fruit, lorsqu'il est séché et traité correctement, devient un contenant naturel incroyablement résistant, capable de protéger les aliments de l'humidité des insectes et même des variations soudaines de température. Le processus a commencé par une sélection minutieuse des calebasses. Seuls les fruits les plus robustes et à la peau la plus épaisse ont été choisis, afin de garantir une plus longue durée de conservation. Après la récolte, les calebasses étaient vidées et laissées à sécher au soleil pendant des semaines jusqu'à ce que leur peau acquiert la dureté nécessaire pour résister aux intempéries. Certaines communautés utilisaient même la fumée des feux de joie pour traiter les calebasses, renforçant ainsi leur structure et conférant des propriétés antimicrobiennes à l'intérieur des récipients. Une fois préparées, les calebasses devenaient des réserves naturelles d'aliments essentiels à la survie. Le riz, les haricots, le maïs et la farine pouvaient être conservés pendant des mois sans risque de détérioration. En outre, certaines variantes étaient utilisées pour conserver des liquides tels que des huiles et même de l'eau, garantissant ainsi un approvisionnement sûr en période de pénurie. La clé du succès de cette technique était un scellement efficace. Les calebasses étaient fermées par des couvercles en bois ou en feuilles traitées avec des résines naturelles qui empêchaient l'air et l'humidité de pénétrer. La pertinence de cette méthode perdure encore aujourd'hui. Dans un scénario de crise énergétique ou d'effondrement des systèmes de distribution, où l'accès à l'électricité et aux emballages industrialisés peut être interrompu, la simplicité et l'efficacité des gourdes deviennent une alternative puissante. Tout le monde peut reproduire cette technique. Il suffit de cueillir et de sécher les fruits correctement. En ces temps incertains, la maîtrise d'une méthode de stockage naturel comme celle-ci peut faire la différence entre la sécurité alimentaire et la dépendance totale à l'égard d'un système défaillant. Qui pourrait aujourd'hui se passer d'un réfrigérateur? Les quilombolas se sont débrouillés pendant des siècles et leurs stratégies peuvent encore être utiles à ceux qui veulent se préparer au pire. Le fumage naturel. Un système de conservation qui défie le temps. Dans un monde où nous avons recours aux congélateurs et aux conservateurs chimiques, les marrons ont mis au point une solution extrêmement efficace pour prolonger la durée de conservation des aliments sans électricité, le fumage naturel. Cette technique permet non seulement de conserver la viande et le poisson pendant de longues périodes, mais aussi d'ajouter une couche supplémentaire de protection contre les insectes et les bactéries. Ce système garantissait une alimentation saine en cas de mauvaise récolte, de sécheresse prolongée, et même pendant les périodes de persécution, lorsque ces communautés devaient vivre dans la clandestinité et sans accès à un approvisionnement constant. Le processus de fumage commençait par la préparation des aliments. La viande provenant de la chasse et de la pêche était la principale candidate car son obtention n'était pas toujours prévisible et lorsqu'elle était disponible en abondance, elle nécessitait des méthodes de conservation fiables. Pour commencer, les quilombolas suspendaient les morceaux de viande sur des supports en bois à l'intérieur d'une hutte ou d'une structure ouverte où le flux d'air était contrôlé afin d'éviter tout contact direct avec les parasites. Le secret réside dans l'utilisation d'une fumée à combustion lente alimentée par des bois spécifiques qui libèrent des composés antimicrobiens et antifongiques au cours du processus. Contrairement aux méthodes conventionnelles qui ne font que déshydrater la viande, le fumage crée une barrière chimique qui inhibe l'action des bactéries et protège les aliments de la pourriture. Les bois choisis tels que le goyavier et l'angico libèrent des substances
qui imprègnent les fibres de la viande, empêchant ainsi la prolifération des micro-organismes. Le processus pouvait durer des jours, voire des semaines, en fonction de l'épaisseur de la viande et du niveau de conservation souhaité. Un autre aspect fondamental de cette technique était la combinaison du fumage et du salage. Avant d'être exposée à la fumée, la viande pouvait être recouverte d'une généreuse couche de gros sel, ce qui permettait d'éliminer l'humidité et d'accélérer l'effet de conservation. Cette double méthode permettait aux quilombolas de conserver leurs aliments pendant des mois, en évitant le gaspillage et en garantissant une alimentation pendant les périodes difficiles. Dans le monde moderne, où la fragilité des chaînes d'approvisionnement est évidente, le fumage est à nouveau une alternative viable pour ceux qui souhaitent conserver des stocks de viande sans dépendre de l'électricité. Dans un scénario de crise où les congélateurs peuvent tomber en panne et où la réfrigération peut devenir un luxe inabordable, la maîtrise de cette technique peut signifier une garantie de protéines lorsque la plupart des gens sont désespérés. Que se passerait-il si votre ville était privée d'électricité pendant des semaines? Comment vous assurer que votre nourriture ne se gâte pas? Les quilombolas avaient la réponse et ce savoir peut encore sauver des vies. Stocker le grain. Dans des paniers de paille, une technique naturelle de protection contre les parasites. Les quilombolas qui vivaient dans des environnements tropicaux difficiles ont mis au point une stratégie efficace pour stocker les céréales sans recourir à des emballages industriels ou à des produits chimiques, les paniers de paille tressés. Cette technique, qui remonte à des connaissances ancestrales, a permis de conserver les stocks de riz, de maïs, de haricots et d'autres céréales à l'abri de l'humidité des parasites et de la détérioration pendant de longues périodes. Contrairement aux conteneurs fermés modernes qui peuvent accumuler l'humidité et favoriser le développement de champignons, les paniers de paille garantissaient un environnement ventilé, équilibrant les niveaux d'humidité et empêchant les grains de devenir un terrain propice à la prolifération d'insectes et de moisissures. Le processus commençait par le choix minutieux de la paille, généralement obtenue à partir de bananiers de cocotiers ou d'autres plantes aux fibres résistantes. La paille était récoltée séchée au soleil et tressée à la main pour former des paniers cylindriques ou de grands récipients à large ouverture pouvant contenir des dizaines de kilos de grains. Ces récipients permettaient non seulement à l'air de circuler, mais étaient également traités avec de la cendre ou des résines naturelles pour repousser les insectes. Un autre élément déterminant de cette méthode est la disposition des paniers dans la pièce. Au lieu de rester à même le sol où l'humidité pouvait compromettre l'intégrité des grains, les quilombolas suspendèrent les paniers au toit de leur maison ou à des supports surélevés à l'intérieur des entrepôts communautaires. Cette pratique évite le contact direct avec le sol et rend l'accès difficile aux rongeurs et autres envahisseurs. Pour renforcer encore la protection des feuilles de laurier séchées, des piments et même des morceaux de charbon de bois ont été insérés entre les grains, créant ainsi un environnement hostile pour les parasites. Dans un monde où la dépendance à l'égard des emballages en plastique et des sacs scellés est devenue la norme, les paniers de paille se distinguent comme une alternative durable et fiable. Le stockage adéquat des céréales est l'un des piliers de la survie, surtout en période d'incertitude et de pénurie. En cas d'effondrement de l'énergie et de défaillance des systèmes de distribution, ceux qui savent stocker la nourriture, comme les quilombolas, auront un avantage inégalé. La question demeure: votre stock de céréales survivrait-il à des mois sans réfrigération ou dépendrait-il de la structure fragile du monde moderne? Faites-moi savoir dans les commentaires si vous êtes prêts. Fermentation du manioc. Le secret d'un aliment nutritif et durable. Le manioc a toujours été un aliment essentiel pour les communautés quilombos. Riche en glucides et très productif, ce tubercule peut nourrir des familles entières pendant de longues périodes. Mais comment s'assurer que le manioc ne pourrit pas rapidement dans un environnement tropical humide? La réponse se trouve dans un processus ancien, la fermentation contrôlée. Les quilombolas ont mis au point une méthode de fermentation naturelle qui permet non seulement de conserver le manioc, mais aussi d'augmenter sa valeur nutritionnelle et d'éliminer les composés toxiques naturellement présents dans le tubercule. Le processus commençait par la récolte du manioc frais qui était pelé et coupé en morceaux. Les morceaux sont ensuite immergés dans de grands tambours ou des trous tapissés de feuilles où ils sont plongés dans l'eau pendant des jours, ce qui permet l'action des bactéries bénéfiques. Pendant cette période,
les micro-organismes décomposaient les composés toxiques et entamaient un processus d'acidification naturelle, rendant les aliments plus sûrs et plus faciles à conserver. Après la fermentation, le manioc était retiré de l'eau égouttée et réduit en pâte. Cette masse était ensuite étalée au soleil pour sécher, devenant ainsi la fameuse farine de manioc ou polvillo des produits qui pouvaient être conservés pendant des années sans perdre leurs propriétés. Certaines variantes de ce processus incluaient la torréfaction de la pâte fermentée, ce qui augmentait encore sa durabilité et garantissait une réserve alimentaire sûre pour les périodes de pénurie. Aujourd'hui, cette méthode continue d'être utilisée dans diverses communautés rurales et quilombola, ce qui prouve son efficacité et son importance. La fermentation du manioc est une alternative extrêmement pertinente pour ceux qui souhaitent créer des stocks d'aliments durables sans dépendre des congélateurs ou des conservateurs chimiques. Si les rayons des supermarchés se vidaient demain, combien de personnes sauraient comment transformer un simple tubercule en aliment pouvant durer des années? Les quilombola maîtrisent ce savoir depuis des siècles et son application peut faire toute la différence pour ceux qui recherchent une véritable indépendance alimentaire. Stockage des tubercules dans des silos souterrains. Protection contre la chaleur et l'humidité. Les quilombola qui vivent dans des régions tropicales ont toujours été confrontés au défi de l'humidité et de la chaleur intense, facteurs qui accélèrent la détérioration des aliments frais. Pour garantir une réserve de tubercules tels que les patates douces, les ignames, les patates douces et le manioc, ils ont mis au point des silos souterrains, des structures simples mais très efficaces pour conserver les aliments frais pendant de longues périodes sans avoir recours à la réfrigération. Le concept des silos souterrains repose sur l'isolation thermique naturelle du sol. Au lieu d'exposer les aliments à l'air chaud et aux fluctuations de température, les quilombola creusaient des trous stratégiques dans des endroits ombragés où la température restait plus stable. Ces trous étaient tapissés de feuilles sèches de paille ou même de cendres de bois, ce qui permettait d'absorber l'humidité et de protéger les tubercules du contact direct avec le sol. Après la récolte, les tubercules sont soigneusement sélectionnés. Seuls les tubercules les plus sains et ne présentant aucun signe de détérioration étaient stockés dans les silos afin d'éviter toute contamination par des racines pourries. Les tubercules sont empilés avec un espacement suffisant pour permettre à l'air de circuler entre eux, ce qui réduit encore le risque de formation de moisissures. Le silo est ensuite recouvert d'une couche de terre de feuilles sèches et de pierres, créant ainsi une barrière contre l'entrée des rongeurs et des insectes. Dans certaines communautés, une légère couche de cendre ou de sable était ajoutée sur les tubercules avant la fermeture, garantissant un environnement encore plus sec et plus protégé. Cette méthode simple permettait aux quilombola de disposer d'une réserve d'aliments frais pendant des mois, sans avoir recours à des congélateurs ou à des chambres froides. Aujourd'hui encore, certaines communautés rurales utilisent des techniques similaires pour stocker les récoltes et garantir l'approvisionnement en période de sécheresse ou de crise. Dans le monde moderne où le système alimentaire est extrêmement dépendant de l'électricité et de la logistique industrielle, savoir comment conserver des tubercules frais sans réfrigération peut faire la différence entre avoir de la nourriture ou souffrir de la faim dans un scénario d'effondrement. Si les chaînes d'approvisionnement s'effondrent et que la nourriture n'arrive plus dans les villes, sauriez-vous, ou cachez vos réserves sans qu'elles ne se gâtent rapidement, les quilombola l'ont toujours su, et cette connaissance pourrait faire la différence entre la dépendance totale au système et l'autonomie alimentaire. Fermentation naturelle. Le pouvoir des quilombola de prolonger la durée de vie des aliments. Les quilombolas ont toujours dépendu des ressources naturelles pour survivre dans un environnement où l'accès au marché et aux produits industrialisés était inexistant. L'une des méthodes les plus efficaces qu'ils ont développées pour conserver les aliments pendant de longues périodes est la fermentation naturelle, un processus qui permet non seulement de conserver les aliments, mais aussi d'augmenter leur valeur nutritionnelle et de les rendre plus faciles à digérer. La fermentation fonctionne en créant un environnement où les micro-organismes bénéfiques, tels que les bactéries lactiques, prolifèrent et empêchent l'action des agents pathogènes responsables de l'altération des aliments. Les quilombola appliquaient cette technique principalement aux légumes, aux fruits et aux céréales, ce qui permettait de conserver les aliments pendant des mois, même dans des conditions chaudes et humides. Les légumes étaient coupés,
et mélangé à du gros sel, ce qui permettait d'extraire les liquides et de créer la saumure nécessaire à la fermentation. Dans certaines variantes, des feuilles de bananier ou d'autres plantes aux propriétés antibactériennes étaient ajoutées pour améliorer la conservation. Les légumes et les racines étaient ensuite placés dans des pots d'argile ou des calebasses recouverts de feuilles et lestés de pierre pour maintenir le tout immergé dans le liquide. Ce processus créait un environnement anaérobie idéal pour la croissance de bactéries bénéfiques qui transformaient les aliments en versions plus saines et plus durables. Parmi les aliments fermentés les plus courants, on trouve les conserves de gombo de Maxix, de choux et de piments, ainsi que les préparations à base de manioc fermenté qui pouvaient être consommées des mois plus tard, sans risque de détérioration. Mais les quilombolas n'ont pas seulement utilisé la fermentation pour les légumes. Ils ont également créé des méthodes de fermentation des grains et des céréales comme le maïs et le riz afin de les rendre plus nutritifs et d'améliorer leur digestibilité. La fermentation préalable de ces aliments réduisait la présence d'éléments antinutritionnels, rendant ainsi les vitamines et les minéraux plus accessibles à l'organisme. Aujourd'hui, bon nombre de ces techniques sont encore utilisées dans la production d'aliments tels que la choucroute, le kimchi et le miso, mais peu de gens savent que les quilombolas maîtrisaient déjà cette science il y a plusieurs siècles. Dans un scénario de crise où la conservation des aliments devient essentielle à la survie, la fermentation naturelle peut être un facteur de différenciation pour tous ceux qui souhaitent conserver un stock d'aliments fonctionnels sans avoir besoin de réfrigérateurs ou de conservateurs chimiques. Si demain vous deviez conserver des légumes et des céréales pendant des mois sans réfrigération, sauriez-vous comment faire? Les marrons avaient la réponse et leurs méthodes peuvent être parfaitement appliquées aujourd'hui pour s'assurer que personne ne souffre de la faim lorsque le système moderne est défaillant. L'huile et la graisse comme conservateurs. La barrière naturelle contre le temps. L'utilisation de l'huile et de la graisse comme conservateurs naturels est un autre secret que les marrons utilisaient pour conserver les aliments sans avoir recours à la réfrigération. Cette méthode permet de créer une barrière physique qui empêche les aliments d'entrer en contact avec l'oxygène, l'une des principales causes de détérioration. Les quilombolas utilisaient des graisses animales comme le saindoux ou la graisse, de poissons et des huiles végétales, extraites de graines et de fruits locaux comme l'huile de palme et l'huile de coco. Ces substances étaient appliquées stratégiquement pour conserver la viande, les légumes et même certains types de céréales en les protégeant contre l'action des champignons et des bactéries. L'une des utilisations les plus courantes de cette méthode était la conservation de la viande cuite. Après avoir été frite ou rôtie, la viande était placée dans des pots en argile et entièrement recouverte de graisse chaude. En se solidifiant, la graisse est un joint étanche qui empêchait l'aliment d'entrer en contact avec l'air, évitant ainsi l'oxydation et la prolifération des bactéries. Un autre exemple de conservation par la graisse est la préparation du poisson et de la viande dans l'huile de palme. Les quilombolas faisaient cuire les aliments dans cette huile jusqu'à ce qu'elle soit complètement imprégnée, puis les conservaient dans des récipients fermés. En plus d'être un conservateur naturel, l'huile de palme possède des propriétés antimicrobiennes qui permettent de conserver les aliments pendant des semaines. Outre la viande, les quilombolas utilisaient également l'huile pour conserver les légumes et les herbes médicinales. Les feuilles et les racines étaient immergées dans l'huile d'olive et l'huile végétale, ce qui ralentissait leur vieillissement et empêchait la perte de leurs principes actifs. Cette pratique permettait d'utiliser les herbes même plusieurs mois après leur récolte, garantissant ainsi l'accès à des remèdes naturels en période de pénurie. Aujourd'hui encore, cette méthode de conservation est largement utilisée dans diverses cultures, notamment pour la préparation des viandes confites et la conservation des olives et des fromages. Mais peu de gens savent que cette technique est une arme puissante pour conserver les aliments sans dépendre de l'électricité. Imaginez un scénario où l'accès à la viande fraîche devient un luxe. En l'absence de congélateur ou de marché approvisionné, la seule solution serait de s'assurer que les aliments dont on dispose durent le plus longtemps possible. Les quilombolas ont prouvé qu'il était possible de conserver des aliments pendant de longues périodes, sans dépendre de l'énergie ou de la technologie moderne. Alors que le monde devient de plus en plus fragile face aux crises, ce savoir ancestral pourrait faire la différence entre avoir de la nourriture ou mourir de faim. Et maintenant, j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Laquelle de ces techniques a le plus retenu votre attention? Avez-vous essayé d'autres méthodes de conservation? Commentez ci-dessous et partagez vos expériences. Si ce contenu vous a été utile, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres stratégies de survie essentielles. À la prochaine fois.